dans les fourrages qu'on a voulu tester au niveau des lycées, c'était justement le remplacement du maïs par du sorgho. Et quand on dit du sorgho, c'est du sorgho monocoupe. Alors les sorgho fourragés monocoupe, pourquoi on est parti là-dessus? Justement en contexte de changement climatique, un sorgho par rapport à un maïs, c'est en gros 30 à 40% de besoin en eau en moins, parce qu'il a un système racinaire très puissant. Globalement, c'est pas parce qu'il en consomme moins, c'est parce qu'il va en chercher plus loin par rapport à un maïs. Il a par contre une meilleure résistance aux fortes chaleurs et aux sécheresses, et un besoin d'intrants qui est plus faible globalement, aussi parce qu'il va explorer plus loin avec ses systèmes racinaires, et donc une charge plus faible que le maïs en engrais semence traitement. Par contre, c'est quand même aussi une culture qui est aussi plus récente, mais qui est plus difficile à implanter et à maîtriser, notamment sur sa phase de démarrage semi-levé, où là c'est un peu compliqué. Et c'est, quand je parle de conditions de réussite et de mode d'emploi, c'est aussi ça qui reste à gérer encore un peu aujourd'hui, quoi. Et du coup, le choix de la variété du sorgho, parce que quand même, alors notamment ici, mais on est quand même en en limite de zone d'utilisation des sorghos, parce que c'est quand même des plantes tropicales, oui, qui ont besoin quand même de beaucoup de température et qui ne doivent pas être semées trop tôt, parce que sinon, si elles ne démarrent pas, il y a des gros problèmes de salissement et de démarrage. Et donc, ça veut dire que nous, du sorgho, ici, ça ne serait pas trop avant le 20 mai, 15-20 mai, quoi. Il faut vraiment que les sols soient bien réchauffés et que derrière, ça pulse pour que ça y aille. Et donc, il faut choisir des variétés précoces. Et puis, on verra après aussi sur les différents types de sorgho qui existent. C'est pour ça que j'ai fait quelques rappels. Donc ça, c'est des essais qu'on avait. Dans les différents sorghos, on a d'abord les monocoupes et les multicoupes. En ce qui nous concerne là, c'est les monocoupes qu'on a travaillé. Le monocoupe, c'est comme du maïs. On le sème une fois, on le coupe une fois. Voilà, ça germe comme du maïs. Il y a les typés grains, vraiment pour faire de l'oisellerie ou en alimentation humaine ou animale. C'est plutôt une démarche de céréalier. Et puis les monocoupes plutôt fourrage. Alors, typé ensilage, double usage ou industriel. Industriel, c'est vraiment pour la méthanisation. Voilà. On fait beaucoup de volume pour faire tourner des méthaniseurs. Donc nous, on va plutôt essayer de s'intéresser au type ensilage, en gros digestible, voire les doubles usages, parce que forcément, plus on va par là, plus ils produisent en termes de rendement par hectare. Et plus on remonte comme ça, moins ils produisent, mais plus ils sont digestibles. Et puis autrement, il y a les multicoupes qu'on abordera un petit peu cet après-midi dans les intercultures qui, eux, se gèrent plus, comme le nom l'indique, c'est-à-dire on le sème, il pousse, on le coupe, il repousse, tant qu'il y a un peu suffisamment d'eau, de température, et puis voilà, c'est comme du régras italien, à la limite ça repousse, mais c'est une culture annuelle, voilà, qui peut être ensilée, enrubanée, pâturée sous conditions, voilà. Donc là, c'était les deux grands types de sorgho, et après, à l'intérieur de ça, il y a encore des sous-types dans les monocoupes. Certains ont un panicule avec du grain tout en haut, donc c'est on va dire les grains, typés grains. Ceux qui sont dits mal stériles, on a une panicule mais qui ne se remplit pas, sans grain en haut. Et les photopériodes sensibles, les PPS, vous avez peut-être vu ça sur des plaquettes, en fait ils épient pas en France parce qu'au moment de l'épiaison, les jours chez nous sont en train de diminuer et du coup il n'y a pas d'émission de grains dedans. C'est pas qu'ils sont stériles, mais c'est qu'ils font pas de grains. Pourquoi il y a ces critères-là? C'est que contrairement à un maïs où la panouille est à peu près au milieu de la hauteur de la plante, enfin à peu près, le panicule, les grains, ils sont tout en haut. Et quand on a des sorghos qui font 3 mètres ou 3,50 mètres de haut, plus il y a de grains en haut, plus c'est sensible à l'averse. Donc ça, c'est aussi un critère justement, parce que les sorghos, comme ils sont tardifs, le critère de l'averse, c'est quand même assez important. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a des mâles stériles où du coup il n'y a pas de poids tout en haut, comme pour les PPS, quoi. Et puis l'autre critère, c'est le gène BMR, alors que vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est en fait un gène qui permet de réduire la teneur en lignine de la plante pour qu'elle soit plus digestible et donc plus de valeur UF quelque part. Sauf que quand il y a moins de lignine, c'est plus digestible, mais c'est moins solide et ça peut aussi être plus sensible à l'averse. Voilà. Et juste pour illustrer ça, entre des sorgho BMR mal stériles où on voit qu'on n'a quasiment pas d'amidon, avec un BMR grain où on a jusqu'à 30% d'amidon, c'est presque comme un maïs. On peut avoir des DMO qui sont quasiment identiques et des valeurs UF qui, dans les deux cas, peuvent être très très bonnes. Donc voilà, donc le type du sorgho joue beaucoup en fonction de
de son type génétique, et donc c'est aussi un choix à faire, et notamment des associations, c'est ce qu'on travaille dans nos essais aussi culture. Après, plus on va aller par là, plus on va être des doubles usages, et puis encore éventuellement sur des méthanisations. Donc l'idée quand on veut donner ça à des vaches laitières, c'est plutôt de rester dans les bons BMR, sucriers éventuellement, et puis après, pour garder quand même il y a des doubles usages qui sont quand même très corrects en valeur UF aussi, faut pas le nier. Là, je vous ai remis des résultats d'essais qu'on a fait sur Fontaine et Jalogny en 2021-22. Alors, c'est juste, vous avez ici le témoin maïs qui est en bas, là, qui a été 11 tonnes de matière sèche. Alors, sur un semis adapté sorgho, c'était pas des semis précoces pour le maïs, il a été semé en même temps. C'est-à-dire qu'on était autour du 15, je ne sais plus exactement les dates, 15-20 mai, quoi, dans ces eaux-là. Et donc, pas forcément le meilleur moment pour un maïs, mais il a été mis comme s'il avait été mis derrière une dérobée, ce qui était le cas à Fontaine notamment. Et on voit qu'il y a des sorghos qui ont fait mieux en rendement, ou au jeu égal, on va dire. Et puis d'autres qui ont fait moins. En sachant que 21 et 22, c'est 2 années très contrastées. On avait une année pluvieuse et une année très sèche. Et donc, quand on fait la synthèse, on voit que les valeurs UF, là j'ai mis en bleu, tous les BMR, on voit qu'on a des valeurs quand même qui sont très bonnes en UF. Et qui sont, en gros, en moyenne, on a 0,07 points, enfin on a une UF pour les BMR et 0,93 pour les non-BMR, ce qui n'est pas si mal entre nous. Voilà. Et Arigato, qui était notre témoin, parce que c'est celui qui est un précoce très digestible, en rendement, il était un petit peu moins, il était à 8 tonnes de matière sèche, un petit peu en décroché par rapport au maïs, mais en termes de valeur, par contre, très bon, quoi. Voilà. En résumé, une meilleure résistance au manque d'eau que le maïs, une valeur alimentaire comparable, moins de charge à l'hectare, moins de dégâts de sangliers, ça aussi c'est accessoirement pour les gens qui ont des soucis avec les sangliers. Les sangliers vont dans les sorghos, ils se planquent là-dedans. Par contre, ils ne les détruisent pas, ils ne les mangent pas comme quand tu peux faire des dégâts sur des maïs, quoi. Par contre, il y a des limites, des besoins en somme de température. Alors ça veut dire qu'il faut semer en gros après le 15 mai, des variétés précoces. Et quand on fait du sorgho monocoupe et qu'on veut aller jusqu'au bout de la logique de faire du sorgho monocoupe, on ne commence pas par se dire qu'on va le récolter en même temps que le maïs. Sinon, ça ne sert à rien. Le sorgho monocoupe, il peut faire que 25% de son rendement sur septembre-octobre. Contrairement à un maïs qui ne bouge plus une fois qu'il a passé le 15 août. Enfin voilà, c'est le grain qui se fait, mais il n'y a plus d'augmentation de volume et de matière. Alors que le sorgho, lui, il va attendre le gros coup de sec, il va mettre une pellicule blanche sur les feuilles, et en fait, il va se protéger, mais dès que ça va redevenir favorable, il va repartir, il va continuer sa croissance, parce que lui, il n'a pas fini son cycle. Et donc, du coup, le récolter trop tôt en même temps que les maïs, c'est perdre 25% de rendement, ou enfin une bonne partie de son potentiel, donc ça n'a pas d'intérêt, quoi. Vaut mieux mettre un maïs précoce à ce moment-là si on veut récolter tout en même temps. Et si on veut aller jusqu'au bout de la logique, donc on va récolter mi-octobre, en gros à peu près les sorghos, c'est-à-dire qu'on va faire un chantier à part, sans doute, un silo à part pour le sorgho. Mais voilà, si on met des sorghos monocoupes, il faut aller jusqu'au bout de la logique, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il faut prendre des précoces. Parce que si on prend des un peu trop tardifs, on va récolter des sorghos qui vont être 25% de matière sèche, quoi. Et si on veut approcher les 30%, faut vraiment taper dans les précoces. Et puis après, ça dépendra de l'année, évidemment. L'année 2021, par exemple, on a eu des bons rendements, parce que le sorgho, quand il y a de l'eau, il est comme les autres, il le valorise bien. Mais par contre, au niveau matière sèche, on était quand même un peu court, quoi. On était autour de 25-26%. Une sensibilité à l'averse variable, et ça on l'a vu nous dans nos essais en fonction des types qu'on met. C'est aussi pour ça que maintenant on fait des mélanges de types différents. Un mâle stérile avec un grain par exemple. Donc, comme ça on a un peu d'amidon, ça se tient le tout, ça verse moins. Et puis une culture avec peu de solutions herbicides, c'est-à-dire qu'il vaut mieux le mettre dans des terrains plutôt propres. Avec bonne date de semis, et parce que il faut intervenir tôt au niveau des herbages si on doit intervenir. Parce que sinon, après déjà c'est une plante qui craint un peu la phyto, donc il ne faut pas se louper non plus dans le dosage. Et puis il faut intervenir tôt pour qu'il puisse démarrer. Une fois qu'il est parti, c'est parti, ça va. Mais le démarrage est un peu long et un peu lent. Donc voilà. Alors, du coup, ce petit rappel sur la culture étant fait,
étant fait, on revient sur nos essais troupeaux. Donc on a fait 2 années d'essais sur le lycée de la Barotte à Châtillon-sur-Seine, en 2020 et 2022. Donc vous voyez, c'est un troupeau de brunes. Le matériel et méthodes, c'est la même chose que d'habitude, 10 semaines d'expé, pré-expé, post-expé. On a contrôle laitier toutes les semaines. On mesure l'ingestion tous les jours, c'est-à-dire par l'eau. Les notes d'état et les pesées aussi de manière régulière. C'est des protocoles classiques de stations d'expé de l'Institut de l'élevage. Alors, quand on avait nos 25 couples par lot, des lots homogènes, et donc du coup la première année, on a utilisé la variété que j'ai citée tout à l'heure, qui est Arigato, qui est une variété très précoce, BMR, un peu le repère en termes de valeur alimentaire. C'est celle qui était à une UF. Et la deuxième année, on avait remis un essai, et puis là, on avait un peu échangé avec les gens de Dijon Céréales, qui, eux, voulaient être un peu dans la parcelle, faire un petit essai aussi de type de sorgho, et il y avait des doubles usages dedans, il y avait des variétés un peu plus tardives, et un petit peu moins digestibles. Et du coup, ça se reconnaît un peu sur les valeurs année sorgho. La première année était une UF, 0,91 pour le maïs. Deuxième année, le mélange de sorgho un petit peu moins bon, un peu en dessous du maïs. Et puis, vous avez ici la digestibilité qui va avec, et là, notamment la deuxième année. Et puis, les taux d'amidon, qui étaient un petit peu, c'est en grammes, donc c'est 5%, quoi. Voilà. Donc là, ça donne 2 années avec des configurations et des types de sorgho un petit peu différents. Alors là, je rappelle des valeurs quasi identiques en UF, enfin en valeur, attention au laboratoire. Et puis pour donner un ordre d'idée, en 2021, qui était une année où il a plu quand même pas mal, le sorgho n'a fait que 7,5 tonnes de matière sèche. Et puis le maïs avait fait 15 tonnes cette année, ce qui était quand même beaucoup à la Barotte. Alors qu'en 2019, le sorgho avait fait 9 tonnes, alors que c'était une année sèche, et le maïs avait fait que 7 tonnes. Donc là, en fait, on était dans les conditions la première année où on se dit, c'est bien de mettre du sorgho, puisqu'en fait, il a fait plus de rendement que le maïs, avec 200 € à l'hectare en moins d'1 an. Donc voilà. Par contre, une année très pluvieuse, le maïs, il reprend le dessus en termes de volume et de réponse, quoi. Et beaucoup moins chaude. En fait, c'est ça. C'est que le sorgho a quand même besoin de température. C'est une plante tropicale. Donc, les années un peu pluvieuses où il y a moins de rayonnement et moins de température, il s'exprime aussi un peu moins, quoi. Surtout si on met des demi-tardifs ou des variétés qui ont besoin de plus de température. Alors, au niveau ingestion, première année, finalement, le sorgho, il a été ingéré comme le maïs. On a des niveaux d'ingestion dans les deux lots qui sont identiques. Vous voyez que les rations sont très comparables autrement. Il y a qu'un côté, il y a du sorgho, un côté, il y a du maïs. En deuxième année, le sorgho a été un peu moins ingéré que le maïs. Et globalement, la ration a été un petit peu moins ingérée. Bon, pas de beaucoup, mais un petit peu moins quand même dans les deux lots. Moi, je l'attribue au fait que, justement, on avait mis des variétés sorgho qui étaient un peu moins digestibles, un peu moins performantes en termes d'UF. Les résultats. Alors, quand on parle de lait, justement, de lait brut, première année, 29,5 kg dans le lot sorgho, 29,1 kg dans le lot témoin. En gros, pas d'écart. Mais ça répond quand même, quoi. On est sur des moyennes à 29 kg. Deuxième année, c'est toujours pas d'écart, mais pas d'écart significatif. Mais ça décroche un tout petit peu dans le lot XP. Ça veut dire qu'en quoi ça veut dire qu'on peut faire autant de lait avec du sorgho qu'avec du maïs, quoi. Dans ces sorghos-là. TBTP, pas d'écart des 2 années. TP, un petit peu la deuxième année. En défaveur du sorgho. J'en reviens sur notre densité UF du sorgho qui était un petit peu. Donc on voit que finalement les résultats des zootechniques, lait TBTP, sont comparables, quoi. Ce qu'on n'aurait pas cru, et ce n'était pas les résultats qui étaient sortis il y a 10 ans avant des stations XP. Quand on regarde l'analyse économique, on a des coûts de ration qui sont quand même très proches, des coûts de concentré qui sont aussi relativement proches, avec une année un peu moins favorable au sorgho, justement sur ce fait de moins bonne efficacité alimentaire, quoi. Et globalement, même économiquement, il n'y a pas d'écart. Alors en conclusion, des résultats très satisfaisants. Alors,
Juste un petit bémol, on a constaté, sans trop pouvoir l'expliquer, que le silo de sorgho, au bout d'un moment, il commençait à déconner un petit peu. Donc attention au tassage. On se pose la question peut-être d'un conservateur sur les sorghos à un moment donné. Plus on avance vers sortie d'hiver, quoi. Voilà. On ne sait pas trop l'expliquer. Donc, mais c'est peut-être une précaution à prendre. Et nous, en plus, les 2 fois, c'était sur des silos taupes. On n'aura peut-être pas le même problème sur des silos plus tassés, des silos couloirs. Mais voilà, le silo commençait, enfin les vaches commençaient à moins bien répondre et le silo commençait à chauffer un peu, sans que ça soit très grave, quoi. Mais petite bricole, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas eu d'écart significatif, mais ça fait partie des trucs à surveiller. Voilà. Alors est-ce que c'est parce que c'est plus riche en sucre, hein, parce que le sorgho, ces UF, il les a pas de l'amidon, il les a du sucre. Et donc, en fait, est-ce que c'est des reprises de fermentation parce que ça avance plus assez vite à un moment donné, que la température extérieure augmente, qu'on a secoué trop le silo quand on l'a repris? Il y a tout ça qui peut jouer, hein, que ça peut repartir en fermentation dedans, quoi. Substitution du maïs en silage et sorgho, techniquement, économiquement réalisable. Un bon compromis. Toujours pareil, sur une exploitation, il y a des parcelles à beau potentiel maïs où la question ne se pose pas de mettre autre chose que du maïs. Par contre, quand on est sur des récoltes de dérobés tardifs, notamment métailles, on peut se dire pourquoi pas mettre un sorgho. De toute façon, le sorgho, il ne faut pas le semer trop tôt, donc à la limite, il ira très bien derrière ça. Sur des parcelles à plus faible potentiel pour le maïs, où les maïs vont de toute façon jamais faire des miracles, on se dit un sorgho, finalement, ça coûte moins cher et puis s'en sortira pas plus mal, voire mieux. Voilà, ça fait partie des hypothèses où justement on peut essayer de s'adapter et valoriser cette culture-là à ce moment-là. Et par contre, le choix des variétés est très important. Type BMR, bonne valeur UF. Alors je sais que moi j'ai eu des discussions un peu avec les gens de Dijon Céréales. On n'avait pas forcément la même approche. Eux, ils voulaient absolument, dans les échanges, on avait pu avoir en disant, il y a la notion de rendement UF à l'hectare. Et alors c'est vrai que quand on met des doubles usages qui font beaucoup plus de rendement, ça produit effectivement plus d'UF à l'hectare. Après, ça dépend à qui on veut les donner. Si on veut donner à notamment des vaches laitières, ce qu'elles mangent, c'est pas des hectares, c'est des kilos de matière sèche. Et donc il faut des concentrations au kilo de matière sèche qui soient plus élevées. Et donc, parce que sinon, on fait du miscanthus, et puis il y a beaucoup de tonnage, mais il n'y a pas d'UF, quoi. Donc, enfin, il n'y a pas d'UF au kilo de matière sèche. Donc, c'est ça l'idée. Donc, pour de la laitière, pour autrement, ça peut se discuter, mais pour de la laitière, il faut quand même privilégier la qualité en termes de digestibilité et de valeur UF, quoi.